À tous, aujourd'hui dans Sa rencontre, nous poursuivons l'interview de Martin Montseret et de Nicolas De Kerstecker, deux journalistes anciens de SAR. Pour quelle rubrique du journal travaillez-vous ? Alors moi je suis dans un quotidien régional, donc c'est assez intéressant à l'avenir. On est une bonne équipe et on se divise en fait la Wallonie-Picard, donc un territoire de 23 communes entre journalistes. Chacun s'occupe d'une ou deux communes en ce qui concerne la vie politique, donc il va assister à leurs conseils communaux, etc., pour rendre compte à la population des projets décidés par les politiques. Et en dehors de ça, moi j'essaye de m'intéresser particulièrement à la vie culturelle qui a lieu dans la région, puisque par affinité je suis plus intéressé par la musique et le cinéma et tous les événements un peu extraordinaires. Moi, donc, en tant que journaliste à Cine Télé Revue, sur le web, je traite vraiment de tout. Donc, c'est bien du cinéma que de l'actualité télévisée, que parfois un peu l'actualité people. Et du coup, c'est vraiment hyper varié aussi. Ça va de parler d'une nouvelle bande-annonce, d'un nouveau film qui va sortir, ou d'un acteur qui est décédé, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très varié aussi. Et il n'y a pas vraiment de sujet, du moment que ça reste en raccord avec la ligne éditoriale du magazine. Donc une ligne éditoriale, c'est les sujets que le magazine ou que le journal a décidé de traiter et qui sont bien établis à l'avance dans une charte distribuée aux journalistes pour qu'ils sachent quel sujet à traiter et quel sujet ils ne doivent pas traiter. Ça, en tant qu'indépendant, il faut vraiment savoir pour quel média il travaille, parce que un magazine, c'est comme une personne au final. Tu t'imagines le lecteur moyen, donc forcément, femme d'aujourd'hui, c'est pas le même lectorat qu'un journal politique comme Marianne, forcément, ou un autre. Et il faut adapter ton style parfois au magazine et savoir que forcément, ce que je mets dans l'article, il faut savoir avant tout penser pour le lecteur, qu'est-ce qui va l'intéresser. Donc je vais mettre plus en avant certaines informations dans tel média que je mettrai pas, que je passerai plutôt sous silence dans un autre, etc. Et c'est vrai que la ligne éditoriale est très, très, très importante dans le milieu. Il faut vraiment savoir comment on travaille. Choisissez-vous vos sujets ou on vous les impose ? D'où l'importance de la réunion de rédaction dans chaque titre de presse. Et pas seulement la presse, il y a aussi les réunions de rédaction dans les journaux télévisés, certainement. Et donc chacun peut proposer un peu ses idées. Après, elles sont acceptées ou pas, il faut argumenter, il faut les défendre aussi. Moi je trouve que c'est ligne d'intérêt de parler de ça. Et à l'inverse, s'il y a des événements extraordinaires, il faut forcément les couvrir, donc il faudra forcément quelqu'un sur place. Alors le rédacteur en chef peut décider de confier le sujet à telle ou telle personne. Quel genre d'article rédigez-vous ? Quel genre d'article ? Tout à l'heure, quand on a eu la petite conférence avec les étudiants, on parlait justement selon nous, il y a deux sortes d'articles. Donc il y a les articles qu'on va écrire pour amener je parle en journalisme web, donc amener du clic. On va appeler un chat un chat. Donc c'est des sujets qu'on sait qui vont attirer un grand lectorat. Et ils sont peut-être pas forcément intéressants pour nous à écrire, mais on sait que ça va attirer du monde, et c'est attirer du monde, ça permet aussi de mettre en lumière ou de pouvoir financer des articles plus approfondis. Donc des articles qui nécessitent plus de moyens financiers pour être mis en place parce qu'ils demandent plus de temps pour être écrits. Donc on va monopoliser des journalistes pendant plusieurs mois pour faire une enquête sur un sujet bien précis, par exemple. Je pense au scandale du Publifin ou le Canard enchaîné qui a dénoncé le Penelope Gate, de l'argent que François Fillon a donné à sa femme. Donc voilà, selon moi, il y a ces deux genres d'articles-là. Donc l'article que tu vas écrire pour financer et mettre en lumière les articles qui sont plus intéressants pour la société et pour le journaliste aussi en lui-même. Puis tu as aussi plus concrètement les différents types d'articles que tu peux écrire, donc c'est-à-dire des comptes rendus d'événements, soit du reportage, d'investigation ou des interviews. Il faut savoir que en général tu as souvent une interview à faire pour faire un article, mais tu vas pas forcément l'écrire sous forme de questions-réponses. C'est un format que souvent les journalistes mettent de côté,
à tort ou à raison, parce que c'est aussi très facile à lire et les gens qui lisent l'article ont souvent pas forcément tout le temps qu'ils veulent non plus, et ça leur permet d'avoir une information assez synthétisée et forcément très construite par l'entretien que tu as eu à cette personne-là. Moi, ce que j'apprécie particulièrement écrire, c'est plutôt le reportage, donc partir sur le terrain, rencontrer la personne et témoigner vraiment de ce qu'elle fait sous forme de portrait interview cachée, comme on dit. Combien de temps mettez-vous pour la rédaction d'un article ? Ah bah là encore, ça dépend, un article n'est pas l'autre. Ça peut mettre, je sais pas, une brève, ça peut te mettre 5-10 minutes à l'écrire. Un article d'une page dans le journal, ça dépend. Il y a aussi le temps que tu as passé avant sur le terrain. Tu peux mettre la journée, tu peux parfois mettre plus d'une journée. Il y a des journalistes qui travaillent maintenant plutôt dans ce qu'on appelle dans le milieu des MOOC, donc le slow journalisme. De slow journalisme, c'est ça. Donc les MOOC, c'est une contraction de book, livre et magazine. Et ça leur permet de travailler en toute indépendance très longtemps, puisque c'est des titres qui ne paraissent que tous les trimestres ou même seulement 2 fois par an, ça dépend. Et eux, ils peuvent passer des semaines à peaufiner leur sujet, et puis à le réaliser et ensuite à l'écrire. Au final, ils ont écrit un article en 2 mois, quoi. À côté de ça, ils font autre chose, évidemment, sinon ils ne gagnent pas leur vie. Comment vous y prenez-vous pour récolter les informations utiles à la rédaction de votre papier ? Alors, comme l'a dit Martin, il y a plein d'articles différents, mais si on devait faire une règle générale sur la rédaction d'articles, je dirais que la première étape, c'est d'abord de s'informer un maximum sur le sujet que tu vas traiter. Donc, grâce à la magie d'Internet, par exemple, tu peux lire un tas d'informations sur ton article. Puis après, ce qui est intéressant, c'est de définir quelles personnes seraient les plus pertinentes pour intervenir dans ton papier, donc dans ton article. Donc ça peut être un expert psychologue, ça peut être un policier, ça peut être une victime, ça peut être une personne qui pratique un métier, enfin voilà. Puis après, c'est d'aller interviewer cette personne, donc un expert, on appelle ça un expert, mais aussi d'interviewer les personnes qui sont directement concernées par le sujet. Donc par exemple, on va parler d'un accident de voiture, et à cause du verglas, on peut interviewer un expert sur la circulation automobile, mais on peut aussi interviewer la victime de l'accident de voiture, donc qui explique comment ça s'est passé son accident, pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis après, on emmagasine toutes les informations, on définit l'angle qu'on va donner à son article, et puis on écrit l'article et en respectant un maximum l'expérience qu'on a vécue et les personnes qu'on a interrogées. Quels sont vos sujets de prédilection ? Ça dépend évidemment des affinités de tout un chacun. Enfin, moi, donc c'est principalement ce qui me plaît le plus écrire. Donc c'est, comme je t'ai dit, aller sur terrain, faire un reportage. Ça peut être à peu près n'importe quoi, parce que vraiment le contact humain, je trouve que c'est très très important. C'est ce que je préfère. Après, ça se passe pas toujours de la meilleure des façons non plus, mais jusqu'ici, ça n'a jamais été dramatique. Et alors tout ce qui est plutôt manifestation culturelle pour ma part. Alors pour moi, les sujets qui m'intéressent le plus ne sont pas forcément ceux dans lesquels je travaille. À Ciné-Télé-Revue, j'adore tout ce qui est séries et cinéma. C'est vraiment 2 choses qui me passionnent. Mais après, de manière générale, j'aime beaucoup tout ce qui est... J'ai fait journalisme international comme spécialisation. Et j'aime beaucoup la politique internationale, j'aime beaucoup ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et la crise des réfugiés, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Avez-vous déjà rédigé un scoop ? Alors pour moi, le scoop, c'est une notion qui se perd un peu, parce que avant Internet, on va dire que c'était entre guillemets plus facile d'avoir un scoop, parce qu'il suffisait de se retrouver le premier sur le lieu de l'événement, donc que ce soit un accident, un meurtre, une manifestation ou quelque chose comme ça. Et après, on était le premier à récolter l'information, on se dépêchait, puis on rentrait à la rédaction, on écrivait son article, et il y avait beaucoup de chances d'être le premier sur le coup. Alors que maintenant, avec Internet, tout le monde a un téléphone portable qui peut faire des vidéos ou des photos pas trop moches. Et du coup, n'importe qui peut lancer le scoop, entre guillemets. Donc, il suffit d'être... je sais pas, moi je me balade dans la rue, je vois un accident, je prends une photo, je la mets sur Twitter. Et puis après, un journaliste derrière son bureau à Bruxelles, à 200 km de l'accident,
peut très bien voir la photo sur Twitter et puis me téléphoner en disant j'ai vu que tu avais mis une photo sur Twitter, qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi. Donc tout faire l'interview en restant derrière son bureau sans avoir bougé, et il est le premier à écrire l'article sur l'événement qui s'est produit. Donc je pense que c'est difficile d'avoir un scoop parce que maintenant il y a la course. Dans le journalisme, maintenant c'est une course du premier qui va publier. Et cette course, c'est un peu le gros inconvénient du métier, c'est que on a finalement très peu de temps pour vérifier les informations. Il faut aller vite, et tu vois souvent ce qu'on appelle des cookies ou des mauvaises informations qui apparaissent dans les articles, et ça peut prêter à des conséquences plus ou moins graves pour le média et pour les personnes impliquées, parce qu'il faut jamais oublier que le journalisme, c'est un peu... un journal, c'est comme la place publique, quoi. Quelqu'un dit ça, répète à tout le monde, et tout le monde va être au courant, et les réputations sont en jeu. C'est très important de recouper ses sources, comme on dit en journalisme, mais le fait de devoir aller vite nous empêche de le faire, puisque la concurrence sera avant sur le coup, et ça c'est personnellement l'aspect du journalisme qui me rebute le plus, et c'est pour ça que je préfère le journalisme de temps long, comme on appelle, donc aller sur le terrain, et c'est malheureusement le journalisme qu'on a le moins en moins l'occasion d'exercer, sauf peut-être en presse locale. Travaillez-vous comme paparazzi ? Il faut savoir que les paparazzis sont pas des journalistes, sont plutôt des opportunistes, comme je le dis. C'est pas du tout le même métier en fait, mais Nicolas va bien expliquer ça. Oui, donc un journaliste, c'est une personne qui doit donner une information, récolter une information pour la donner, alors qu'un paparazzi, c'est quelqu'un qui va s'immiscer dans la vie privée de quelqu'un d'autre pour vendre une photo compromettante et se faire de l'argent sur la vie privée de quelqu'un. Donc c'est pas vraiment du journalisme, enfin c'est même pas du tout du journalisme. C'est plutôt, comme dirait Martin, des opportunistes qui vont attendre des heures et des heures devant la maison de Céline Dion ou Justin Bieber pour essayer de prendre une photo volée, parce qu'ils ont des appareils photo avec des super longs objectifs où ils peuvent se mettre à 200 mètres de la maison dans un arbre et avoir une vue sur le jardin. Comme des snipers. Voilà, comme des snipers, c'est exactement ça. Et voilà, après ils les vendent à des journaux très peu regardants qui savent qu'ils vont vendre énormément d'exemplaires en mettant cette photo. Et après, les journaux vont se taper des procès, mais ils ont tellement gagné grâce à la photo de lecteurs qu'ils peuvent se permettre de payer les procès. Et il y a certaines starlets, comme on dit, qui ont construit leur notoriété là-dessus, sans citer de nom, en faisant exprès de s'exposer. Et comme ça, après, elles peuvent attaquer les journaux, et c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie, parce qu'elles n'ont aucun talent particulier, à part le fait de se faire prendre en photo par des paparazzis. Vous a-t-on déjà refusé la parution de certains articles ? Pour le moment non, mais faut savoir que ça m'est déjà arrivé par exemple de proposer un sujet et qu'on me dise bah écoute oui, je dis pas que que mon rédacteur en chef me dise c'est pas inintéressant du tout, mais soit je vois pas pourquoi ça intéresse un lecteur, ou alors plutôt écoute oui mais il faut que tu creuses encore et t'angles plutôt dans telle ou telle direction. Un sujet, oui, ça, comme j'ai déjà dit, ça se défend en conférence de rédaction, il faut vraiment argumenter on m'a jamais refusé pour le moment, tant mieux, mais c'est vrai qu'un sujet, il faut bien le construire. Oui, aussi, pas seulement l'écrire. Faut pas penser qu'on écrit l'article en entier et puis que le rédacteur en chef dit ok on publie ou non on publie pas. En général, c'est vraiment de la discussion, donc tu proposes une idée à ton rédacteur en chef et s'il dit ok par là-dessus, si tu écris l'article en entier, il y a très très peu de chances que finalement le rédacteur en chef te dise ah bah non en fait on publie pas. Il va pas te faire travailler pour rien. Donc si tu vends ton synopsis, donc une explication de ton article que tu comptes faire, et s'il est accepté, tu as très peu de chances de pas être publié. Quand vous rédigez un article, êtes-vous toujours objectif ? Alors c'est une très vaste et très très bonne question qui fait un grand débat dans la profession, dont on a souvent parlé au cours de nos études également. Il faut savoir que dans un article, dans un papier, tu as ce qu'on appelle l'information pure, même dans des reportages télévisés également, ou radio. Tu dois répondre toujours à 5 questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, et aussi également une 6e, comment, si tu peux. Et autour de ces questions-là, les articles auront toujours les mêmes informations. Tu dois vraiment répondre à ces questions-là. Après, un journaliste, par son vécu, par sa position par rapport à l'événement, il aura toujours une part de subjectivité qu'il retransmettra dans ce qu'il écrit. Il doit vraiment essayer d'être objectif, c'est la règle de base du métier, mais ce n'est jamais vraiment le cas, c'est difficile à exposer. C'est vrai que quelqu'un qui est plutôt
positionné à gauche sur l'échelle politique et plutôt pour les petits travailleurs et tout ça, s'il doit parler des élections à la droite française. Par exemple, maintenant, il y a les petits scandales autour de François Fillon. Il pourrait en profiter pour ne pas être tendre de ce côté-là et essayer d'influencer un peu le lectorat. Ce serait, moi, je trouve, limite de bonne guerre. Enfin, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est au service du lecteur, encore une fois, et que le lecteur doit avoir une information grâce à laquelle il peut faire son propre jugement. Et dans tous les cas, on reste humain, donc si on devait simplement être neutre, récolter l'information, puis écrire un article et puis le transmettre au lecteur, eh ben ça ferait de nous que des robots. Et on reste quand même avec notre vécu, avec notre vision du monde, avec notre vision de la société. Et on est dans tous les cas obligé d'être influencé par tous ces facteurs. Donc même si parfois c'est pas même si on n'est pas intentionnellement subjectif, on est forcément subjectif. C'est impossible d'être à 100% objectif. Puis il y a certains formats de papier qui nous permettent délibérément d'être subjectifs, ce qu'on appelle les billets d'humeur ou les commentaires. Donc dans la presse, on a souvent notre petite photo pour bien montrer que c'est quelque chose de personnel, du journaliste et pas du média. Et là-dedans, on peut écrire vraiment notre position personnelle par rapport à ça, essayer de rameuter les lecteurs à notre cause. Mais c'est un exercice plus difficile. Merci Nicolas et à Martin de nous avoir permis cette belle interview. De rien. Merci à vous.